De retour à Lyon pour cette première table ronde. Comment repenser les équilibres de la ville, transport, urbanisme, biodiversité? Quel programme? Nous avons autour de cette table Béatrice Vessillier, vous êtes vice-présidente de la métropole de Lyon, en charge de l'urbanisme et du cadre de vie. Bonjour. Mathieu Blot, directeur général de Nexity Immobilier résidentiel, métropole de Lyon. Éric Persiani, directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes de LP Promotion. Bonjour. On vous a mis l'un à côté de l'autre, mais vous n'êtes pas concurrents. Vous travaillez ensemble dans la même direction. Également Anne-Lise Avril, directrice marketing, innovation et nouvelle mobilité du groupe Keolis. Et pour terminer, nous avons sur cette table ronde Alice Moreuil, membre des Shifters et consultante transition énergétique et transport durable. Première question avec vous, Madame Vessillier. Un urbanisme bienveillant, et en préparant cette première table ronde, vous avez fait cette redondance. Vous attendez un urbanisme qui soit aimable, abordable, respirable. Et dans la concertation, sacré programme. Aimable, je crois que j'ai dit plutôt désirable, mais c'est pas grave. L'idée est la même. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Effectivement, c'est un vaste programme que de promouvoir un territoire où chacune et chacun se sentent bien, trouve les aménités, les logements, les équipements, les espaces publics, l'accès à l'emploi, dans un environnement préservé, un accès à la nature en proximité et des possibilités de se déplacer avec des transports décarbonés. C'est évidemment notre challenge à tous. Donc concrètement, on essaye de mettre ça en œuvre à la fois dans nos opérations d'aménagement, nos opérations publiques d'aménagement, mais aussi à travers le plan local d'urbanisme qu'on a modifié récemment, où on a renforcé la dimension environnementale et sociale avec la question du logement abordable, parce que quand on dit une ville abordable, c'est notamment la question de l'accès à toutes et tous selon ses revenus à du logement abordable. Donc ça passe par la production de logements sociaux et la production de logements en bail réel solidaire, et tout ça dans une qualité environnementale de la construction, j'y reviendrai. Donc dimension sociale dans le PLUH et dimension environnementale avec des exigences plus importantes dans différents domaines, mais notamment dans la question de la végétalisation dans les opérations de construction, puisqu'on a augmenté le coefficient de pleine terre pour faire en sorte que la densité soit compatible avec une meilleure prise en compte de la nature dans les opérations de construction. Donc on a augmenté sur à peu près un quart des zones urbaines les exigences en matière de plantation de pleine terre avec cette modification. On a aussi protégé plus de zones agricoles et naturelles en rétrozonant, c'est-à-dire que des zones qui étaient vouées à de l'urbanisation future, on s'est dit au titre de la protection de ces espaces agricoles, de la protection de la ressource en eau, ça vient d'être évoqué, de la protection de la biodiversité, et compte tenu qu'on a des capacités de développement, d'accueil, de logement, d'activité économique dans les zones urbaines, eh bien on fait ce choix de préserver des zones agricoles et naturelles, notamment en périphérie. Et avec la révision du schéma de cohérence territoriale qu'on est en train de conduire, où évidemment le zéro artificialisation nette s'imposera, on est dans des réflexions très intéressantes de préserver des grandes couronnes vertes, une grande ceinture verte dans l'agglomération, parce qu'on se rend compte que la question de l'adaptation au réchauffement climatique, c'est certes d'avoir plus de nature en ville, de désimperméabiliser la ville dans les territoires denses, mais aussi d'avoir des grandes couronnes de nature avec une agriculture à faire évoluer aussi, des grandes ceintures de nature, parce que la question des îlots de chaleur en été, elle est très intéressante à observer, y compris sur les grandes zones agricoles périphériques qui sont des îlots de chaleur au moins aussi importants que nos espaces goudronnés du centre-ville. Ça, on ne l'a pas forcément perçu, on le perçoit pas effectivement spontanément. Alors, peut-être dire aussi que l'enjeu transport-mobilité est important, et
que, alors, non seulement on développe les transports en commun... On va parler mobilité active avec Keolis dans quelques instants. Mais donc je n'insiste pas. Alors je vous parle de quoi? De l'urbanisme. Parlons d'urbanisme, parce que c'est le premier point que je souhaiterais aborder avec Nexity et LP Promotion. Il y a une volonté quand même maintenant, dans le plan local d'urbanisme, voilà, d'investir la question de végétalisation et de faire ça en cohésion avec l'ensemble des acteurs. Oui, et avec des exigences sur la construction, puisque la végétalisation, j'en ai parlé, mais on a produit un nouveau référentiel de l'habitat durable qui s'impose aux promoteurs, vous voyez, ils le connaissent, c'est bien, donc qui va plus loin que la réglementation en vigueur, que la RE 2020, notamment sur la question de l'impact carbone des constructions, de l'utilisation des matériaux biosourcés, géosourcés, sur la question du réemploi. Donc on l'impose dans nos opérations publiques, on l'impose dans les projets urbains partenariaux et on l'impose auprès des bailleurs sociaux et dans les fonciers que nous, métropole, on cède à des opérateurs. Donc c'est des exigences très ambitieuses et on se l'impose évidemment à nous, métropole, quand on est maître d'ouvrage de nos équipements, parce qu'on a un certain nombre de compétences qui font qu'on construit des bâtiments, on construit des collèges, on construit des locaux pour nos services, on construit des locaux pour la protection de l'enfance. Et on avait hier un comité de pilotage sur un équipement de la protection de l'enfance pour l'Institut départemental de l'enfance et de la famille qui est dans le parc de Paris, où on va construire de nouveaux bâtiments, où on va être très très ambitieux sur les matériaux biosourcés, géosourcés. On va faire en bois, en terre, en paille, BTP, vous savez que c'est le nouveau nom, bois, terre, paille, c'est le nouveau nom des matériaux. Avec LP Promotion dans quelques instants. Et donc du coup on va aller très très loin pour ces bâtiments destinés à accueillir des enfants, et on est aussi ambitieux sur nos projets de collèges, de nouveaux collèges. Donc ça c'est important pour aussi aider à constituer des filières économiques dans ces nouveaux matériaux, parce qu'on sait bien qu'on a encore à aider les filières à se structurer, et pour ça la commande publique, ou en tout cas partout où la commande publique a des leviers, c'est important de l'activer. Vous vouliez parler également peut-être de la ZAC de Villeurbanne, avec le fait qu'on améliore le transport des marchandises et l'évacuation des matériaux. Alors, donc on parle transport finalement. Vous avez toujours raison. Donc, dans nos opérations d'urbanisme, effectivement, on essaye d'être exemplaire sur un certain nombre de sujets, à la Confluence, à Pardieu, à la Solette de à Oulin, dans les opérations de renouvellement urbain, dans les quartiers en politique de la ville, parce qu'on a l'ambition d'être équitable dans tous les territoires de la métropole et de traiter cette qualité environnementale de la construction ou des espaces publics dans tous les quartiers. Effectivement, à Villeurbanne, sur la ZAC Gratte-Ciel, on est lauréat d'un projet démonstrateur de la ville durable, et on aura une approche particulièrement innovante sur l'approvisionnement en phase chantier, parce que les constructions de quelques 800 logements vont démarrer cette année. On fait les gratte-ciels du 21e siècle à Villeurbanne en prolongement des gratte-ciels existants. Donc une opération exemplaire sur l'approvisionnement des matériaux en phase chantier entre les différents promoteurs qui vont construire ces logements, et ensuite un approvisionnement des commerces, puisque les rez-de-chaussée seront des rez-de-chaussée actifs avec un doublement de la surface commerciale du centre-ville de Villeurbanne. On aura un espace logistique de proximité et aussi une réflexion intéressante sur l'approvisionnement, avec une règle qui imposera aux commerces qui s'installeront dans ces commerces d'avoir dans leur charge générale de location auprès du bailleur que sera l'ASV de ces commerces, l'intégration de l'approvisionnement et de l'évacuation de leurs déchets. Donc c'est un dispositif innovant qui est en cours d'étude et qui sera déployé très prochainement. Je vais donner la parole, merci beaucoup pour ces propos introductifs, à nos deux promoteurs, mais pas uniquement, puisque vous êtes engagés dans la transition écologique. On va commencer avec ces matériaux géosourcés, biosourcés, avec cet investissement que vous avez mené avec LP Promotion, avec ces briques révolutionnaires. C'est une entreprise qui vient du Tarn ? Eh bien, en fait, révolutionnaire, oui, dans la manière où aujourd'hui c'est porté, mais en fait, quand on prend l'histoire, c'est quelque chose qui est maîtrisé depuis bien longtemps. On parlait de Pizet, on parle de terre crue, donc en l'occurrence, il s'agit donc de briques en terre crue dont on est devenu partenaire, puisqu'on est entré au capital de BTC il y a maintenant un peu plus d'1 an et demi. Et l'objectif, c'est de participer à la structuration de nouvelles filières avec cette brique en terre crue qui peut être utilisée en réemploi des matériaux excavés lorsqu'on fait des sous-sols, notamment, puisque souvent,
comme tout le monde ne le sait peut-être pas, mais ces matériaux, donc ces terres, sont mises en décharge et finalement sont inutilisées, alors même qu'elles pourraient être réutilisées dans ce BTC justement, et participer à la création d'un cercle vertueux en circuit court, puisque ça peut, suivant les tailles d'opération, même être produit sur place, donc in situ. Ça évite le transport, ça évite un certain nombre de choses. Et LP Promotion, dans sa manière de se réinventer pour accompagner justement la création de cette filière, a pris le parti de dire, dans chaque agence que nous portons, dans toute la France, que ce soit en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine, à Paris, ou même ici, maintenant, on veut créer cette filière non pas pour LP Promotion, mais pour l'ensemble des acteurs de la construction, qu'ils soient privés ou publics. Et notamment dans un certain nombre de réponses à appel d'offres, ou même en diffus, puisque ça fait partie de notre travail du quotidien, de trouver des opérations de logement en diffus. On essaye autant que possible d'utiliser ce matériau, parce qu'on y croit beaucoup, évidemment, puisque on est actionnaire, mais ce que je veux dire, c'est cette participation, elle est pour tout le monde. Et à partir du moment où on aura créé cette nouvelle usine au stade de la métropole, mais dans tout le reste du territoire aura, pour ce qui me concerne, puisque c'est mon champ de compétences, eh bien, tout le monde pourra l'utiliser, que ce soit l'individu pour la création de sa maison, que ce soit Nexity, nos confrères, pour la création d'autres bâtiments, ou que ce soit les acteurs publics sur des rénovations, des réhabilitations, puisque c'est un matériau qui s'utilise aussi bien dans le neuf que dans la réhabilitation. Vous êtes assez, comment dirais-je, jeune ici en Aura, mais vous avez œuvré sur l'ensemble du territoire. Vous êtes plutôt, je crois, de la région de Montpellier, si je ne m'abuse. D'Occitanie, de Toulouse, pour être précis. Toulouse, pardon. Enfin, moi, je suis ici. Vous vous organisez, vous vous entourez, et ça, c'est une volonté sur l'ensemble du territoire, de spécialistes, que ce soit de naturalistes, d'écologues, de paysagistes. C'est toujours une volonté. Et pourquoi est-ce que vous avez cette volonté au sein d'LP Promotion ? Alors, on s'entoure systématiquement de paysagistes sur nos opérations qu'il accepte, entre guillemets, puisque parfois on est vraiment dans des dents creuses sur lesquelles on n'a pas forcément beaucoup de matière à travailler. Malgré tout, il faut toujours réussir à trouver ce retour à la terre, en quelque sorte, c'est-à-dire cette possibilité pour chacun d'accéder à un espace d'apaisement, de repos, dans les cœurs d'îlots paysagers, etc. Et pourquoi on travaille avec des écologues ? Eh bien, on a parlé tout à l'heure de biodiversité, on a parlé d'un certain nombre de choses. Pour nous, ça fait partie du bien vivre et du bon usage du logement. C'est-à-dire qu'avoir un espace extérieur, par exemple, dans son logement, que ce soit une terrasse, un balcon ou un rez-de-jardin, je pense que dans la plupart des cas, quand vous demandez à quelqu'un, il préférera toujours avoir un accès à un rez-de-jardin, avoir quelque chose où il puisse respirer en quelque sorte. Et avoir un balcon qui donne sur un parking, eh ben, ça n'a pas la même qualité que d'avoir quelque chose de paysager qui permet tout simplement de respirer, de s'apaiser. Donc, pourquoi on a recours à ces écologues pour aller plus loin ? Parce que ça participe à la recréation de biodiversité. On sait qu'aujourd'hui, on a des véritables problématiques de biodiversité sur l'ensemble du territoire, et même d'une manière beaucoup plus large. Et on s'accompagne de sachants, parce que tout autant qu'on est promoteur et tout autant qu'on veut construire et reconstruire la ville, le point de vue extérieur apporte toujours quelque chose. On réfléchit toujours mieux à plusieurs. C'est une évidence. Je pense que j'enfonce des portes ouvertes. Mais le fait est que, pour un exemple très concret, sur la ZAC du Puiseau, on a gagné sur une opération où on fait une résidence service senior abordable. Oui, parce que vous faites également des résidences services avec toute la gestion qui va après la construction. C'est là aussi un des points. Ça fait partie de l'ADN de notre groupe d'être à la fois promoteur, gestionnaire de résidence-service, de logement classique, mais de résidence-service, et pour ce qui est du senior, sur un modèle abordable, oui. Donc à loyer modéré par rapport à un certain nombre de nos confrères, mais c'est un choix qu'on a fait avec une ambition de créer des espaces de vie justement au rez-de-chaussée dans des parcs paysagers. Donc on a systématiquement besoin de parcelles qui soient suffisamment importantes pour les accueillir, parce que le senior, tout senior qu'il soit, même s'il habitait en ville toute sa vie, a besoin de recréer du lien social, et ce parc paysager participe à ça.
Parallèlement à ça, dans ces parcs paysagers, on a aussi besoin de retrouver des poches de biodiversité non accessibles à l'humain, parce que c'est aussi là que se développent les nichoirs à insectes, etc., etc. Et ça, je ne l'ai pas inventé, c'est évidemment des choses que j'ai apprises dans ce nouveau métier, cette manière de réinventer notre métier, avec des écologues, au contact des écologues. Et pour aller plus loin sur Vénissieux, par exemple, on a aussi pris un parti qui est de dire, on fait une résidence senior, trouvons une manière d'intégrer le senior à cette recréation de biodiversité, et du coup, avec un partenaire local, en l'occurrence Forestor, que certains sans doute connaissent ici, on s'est dit qu'on allait laisser la possibilité aux seniors d'être le pépiniériste de la future forêt sœur qu'on met parfois en place avec un certain nombre de confrères. C'est-à-dire que dans les 30 km autour de l'opération, il y aura une forêt qui sera replantée et toutes les jeunes pousses seront été élevées par les seniors de la résidence. Et on verra peut-être même ces arbres plantés dans les écoles, parce qu'il faut savoir qu'à Lyon, on voit dans chaque arrondissement, dans chaque école, un verger planté, et ça c'est là aussi une innovation. On va revenir avec vous, Monsieur Blot, sur cet aspect de mixité sociale avec Confluence, avec ce projet HOST. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu sur ce que vous avez souhaité mettre en place à Confluence? Oui, alors en fait, on a effectivement des leviers énormes pour agir sur la métropole de Lyon. Il y a énormément d'exigences et cet esprit de coopération qui est une tradition lyonnaise, on le poursuit actuellement sur le projet de Confluence, où on tente une expérimentation, parce que finalement aujourd'hui il y a un besoin de logement qui s'exprime de manière très forte sur la métropole de Lyon. Il y a des rééquilibrages en cours sur les extérieurs, mais malgré tout sur la métropole de Lyon il y a un besoin de logement énorme qui s'exprime. Il y a un besoin d'apaisement, il y a un besoin de biodiversité, il y a un besoin de rendre plus vertueuses nos opérations, et il y a énormément de vents contraires en fait actuellement. En termes l'économie, le contexte macroéconomique est assez hostile à nos métiers, et finalement le chemin assez étroit par lequel on essaye de passer en ce moment avec nos élus sur nos métiers, c'est d'expérimenter, c'est d'être dans la coopération sur ces projets, et le projet de Confluence chez Nexity, c'est un petit peu un démonstrateur de cet état d'esprit. Alors sur Confluence, on tente, en concertation, en dialogue, parce que c'est difficile, on tente de réaliser un bâtiment qui va se passer de chauffage pendant toute l'année, tout en garantissant à ses habitants une température comprise entre 22 et 26 degrés. Donc voilà, c'est une première. Une première innovation. Alors évidemment, c'est vraiment quelque chose qui est très emblématique de la période, se passer d'énergie pour garantir un logement confortable. Et pour se rafraîchir en été aussi. Et pour se rafraîchir en été, parce qu'effectivement, la question du confort d'été, finalement, aujourd'hui, est presque plus prégnante que la question du confort d'hiver à Lyon. Donc ce bâtiment, il a une inertie telle, il gère sa ventilation de manière très fine, parce que finalement, en été, on fait rentrer de l'air chaud, en hiver on fait rentrer de l'air froid, et c'est la ventilation l'ennemi dans ce type de projet. Donc il y a la gestion de la ventilation qui est très fine, une inertie très forte, ce qui va permettre à ses habitants de pouvoir se passer de chauffage pendant toute l'année. Et c'est une question d'actualité, et c'est, on l'espère, aussi un démonstrateur pour des expériences futures. C'est pas simple. C'est pas simple, pour rien vous cacher. Et je vais pas trahir un secret. Le bâtiment aura un chauffage. Je veux dire, voilà, on ne va pas non plus, d'une part parce qu'on a besoin de garantir la pérennité de l'ouvrage, et cette expérimentation, elle ne doit pas se faire au détriment de ses habitants. Donc c'est juste évident qu'il aura un chauffage. Mais malgré tout, ses habitants, le projet, c'est qu'ils puissent s'en passer complètement pendant toute l'année et garantir de la fraîcheur en été. La mixité sociale, c'est aussi un de vos chevals de bataille. Oui. Alors, ce bâtiment 22-26, il cumule tout. C'est-à-dire qu'en fait, la volonté de nos élus, ça a été de porter le projet de faire du bail réel et solidaire sur la métropole de Lyon. On a été les premiers à en faire sur la métropole. Est-ce que vous pouvez nous éclairer peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, en dehors de Lyon, c'est une véritable révolution, je dirais. On sépare le foncier du bâti, c'est ça ? Allez, j'y vais.
Alors en fait, le principe du bail réel solidaire, c'est de rendre des logements accessibles en séparant la part foncier de la part habitation. La collectivité, par le biais de la foncière solidaire du Grand Lyon, se rend propriétaire de la part du foncier, elle garde ça. Ça lui permet aussi quand même d'être pérenne dans ses logements et d'amortir le coût du foncier. Et le promoteur vend la partie habitation, ce qui nous permet de vendre des logements à Confluence pour 3 000 € du mètre carré. Voilà. Donc c'est à peu près la moitié du prix. Et les prix ont touché, je crois, un plafond. Mais on peut parler aussi peut-être de la construction et du fait que ça soit de plus en plus compliqué, qu'il y a un plafond de verre. On construit maintenant beaucoup plus en périphérique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du marché aujourd'hui, des difficultés qu'on rencontre? Alors aujourd'hui, effectivement, il y a une redistribution. Le marché est bouleversé. En fait, les aspirations post-Covid. Depuis le Covid, oui. Depuis le Covid, les aspirations post-Covid, qui sont finalement contrariées par les difficultés à se déplacer. Donc finalement, il faut être proche des transports en commun. Oui, on va parler des facilités à se déplacer avec Keolis dans quelques secondes, j'arrive. Voilà. Mais effectivement, le marché est très compliqué en ce moment. Ce qui est constant, c'est qu'il y a un besoin inouï de logements qui s'exprime sur la métropole de Lyon et qu'on a du mal à satisfaire. Et là, le seul petit chemin étroit par lequel on passe en ce moment avec nos élus, c'est d'être vraiment dans un esprit de coopération à toutes les échelles des projets, que ce soit dans les grandes ZAC, mais même à l'échelle des petits projets du quotidien. On a des exemples dans le 8e, on a des exemples dans des petites communes de l'Ouest lyonnais, où en fait, en faisant de la couture fine avec nos élus, on arrive à trouver un chemin qui satisfasse et trouve l'adhésion. On en arrive à la question du transport, mais avant j'ai eu, avant de nous retrouver, Alice est venue me voir, et Madame Alice Moret, en me disant oui, j'aimerais quand même qu'on parle du PLU. Est-ce que tu veux vraiment, c'est important? Alors, je pense que c'est le moment idéal, parce qu'avant qu'on ne passe à la question du transport, vous êtes membre de Shifter. Shifter, c'est une association. Je vais vous laisser la présenter, de personnes engagées pour la transformation sur le fond de notre société, transformation écologique. Oui, donc les Shifters, c'est une association qui apporte un soutien bénévole au Shift Project, qui est un think tank qui va proposer des solutions pour décarboner notre économie. Donc j'ai ramené ici leurs ouvrages. N'hésitez pas à les acquérir et les consulter, notamment le plan de transformation de l'économie française et les cahiers de la résilience des territoires, dont on a pas mal parlé avec les sujets de végétalisation. C'est un cadeau pour moi, j'espère. Alors c'est pas le mien, mais ça peut se négocier. Donc les Shifters, on fonctionne en groupes locaux, et à Lyon, on organise fréquemment des formations, des conférences, et comme aujourd'hui, on essaie autant que possible de participer au débat public. Donc pourquoi ce sujet du PLU qui nous est cher côté Shifter? Comment faire, en fait, c'est la question, comment faire en sorte que les projets des promoteurs immobiliers contribuent à la transition des mobilités? C'est ça votre... Voilà, c'est une action assez, facile qu'on a identifiée. Donc je vais redonner un petit peu de contexte. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les collectivités, via leur plan local d'urbanisme, donc le fameux PLU, imposent aux promoteurs de construire des places de stationnement quand ils construisent des logements. Et donc, ces places de... Cette obligation, elle se retrouve aussi dans tout type de zone, y compris dans des zones qui sont très bien desservies en transport en commun, en particulier ici à Lyon, en contexte métropolitain. Donc si je donne un exemple, c'est vrai que dans le 3e arrondissement, dans le quartier de la Part-Dieu, à 150 mètres de la gare, on a une obligation pour les promoteurs de construire jusqu'à plus d'une place de stationnement pour 2 logements, alors qu'on est, je pense, dans la zone la mieux desservie en transport en commun de tout le quart sud-est de la France. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Alors pourquoi c'est dommage? Parce que ces nouveaux logements, ils vont cibler des nouveaux habitants, donc des personnes qui, quand elles vont s'installer, accepteront le deal, on va dire, de vivre dans un logement qui n'a pas de stationnement. Et donc ça ne va pas remettre en cause des usages des existants. C'est quelque chose qui peut être assez difficile. On va parler ici de nouveaux habitants, de nouveaux usages, et donc faire en sorte que ces nouveaux habitants n'aient pas un garage, ça incite à ce que tout simplement ce garage, il ne remplisse pas avec une voiture, et ça incite à ce qu'il n'ait pas très facilement une solution de mobilité au pied de leur appartement qui est une voiture, et donc ils vont forcément moins l'utiliser, même si à la fin ils ont quand même une voiture.
Donc je pense que c'est un levier qui a énormément d'impact et la métropole a déjà agi dessus, a déjà baissé les normes, mais on pense chez les shifters qu'on peut aller beaucoup plus loin et par exemple s'aligner sur ce qui est fait à Paris en supprimant ces normes. Après, je peux laisser les promoteurs réagir sur ce sujet. On va laisser Madame Messier réagir, parce qu'il y a quand même, je veux dire, à Lyon, quelquefois on est à 0,1, sur certains quartiers, je pense qu'il y a quand même... Alors tout Villeurbanne est à 0,6, donc Villeurbanne, c'est pas non plus une commune très isolée ou mal desservie. Et encore une fois, donc, le quartier de la Part-Dieu, au-delà de la rue Flandrin, est aussi à 0,6. Donc je ne dis pas qu'il faut être à 0 partout ou supprimer la norme partout. Et je parle bien, c'est une obligation. Hein. Après, les promoteurs, ils proposent le projet qu'ils veulent. Mais pourquoi les obliger dans ces quartiers-là? On trouve que c'est dommage et qu'on peut aller plus loin. Je vous laisse réagir, madame. Alors, on a, dans la modification 3 du PLU dont je parlais tout à l'heure, on a largement réduit les normes de stationnement. Effectivement, à la Part-Dieu, on est passé à une place pour 10 logements, comme dans toute la presqu'île et toute la confluence, donc dans un périmètre assez étendu sur le deuxième, et sur le secteur de la Part-Dieu. Tout Villeurbanne n'est pas à 0,6, excusez-moi. On a le secteur des gratte-ciel est à 0,3, excusez-moi. Le secteur des gratte-ciel, dans la modification du PLU, on l'a passé à 0,3 et on est passé à 0,6 places par logement alors qu'on était à 0,9. Donc on a une réduction quand même significative à la fois pour des questions de mobilité, effectivement pour inciter à d'autres mobilités, mais aussi pour préserver la nappe phréatique parce que dans toute la rive gauche du Rhône, on sait qu'on a à préserver notre nappe précieuse pour éviter les questions de stress hydrique et qu'on sait que les sous-sols à -2, -3, forcément, on les gère avec du rabattement de nappe dans les réseaux d'assainissement au lieu de réinfiltrer dans la nappe. Donc, la réduction des normes de stationnement qu'on a appliquées à la modification numéro 3, elle vise à la fois à faire évoluer les mobilités et à préserver cette ressource en eau. Et là, on n'ira pas plus loin pour l'instant sur ces réductions de normes de stationnement puisqu'à la commission d'enquête du PLUH, on nous a largement demandé de faire une évaluation de ces réductions importantes qu'on a fait. Là, peut-être que vous trouvez que ce n'est pas suffisant, mais je vous assure que c'est significatif. Donc, on nous demande de faire une évaluation avant d'engager des réductions plus importantes. Pour autant, on va faire évoluer les normes de stationnement le long des futures lignes de tramway, puisque la règle dans notre PLUH actuel, c'est d'avoir une approche d'incitation à l'usage des transports en commun aux abords des lignes de tramway et de plafonner les places de stationnement dans les bureaux le long des lignes de tramway et de métro. Donc c'est déjà le cas pour les lignes existantes, mais pour les 3 lignes qui arrivent, T6, T9, T10, on va l'intégrer dans la future modification du PLU pour avoir cette approche de réduction de l'usage de la voiture. Et pour permettre la réduction de l'usage de la voiture, il faut trouver des solutions. Et on a ici, autour de cette table, Anne-Lise Avril, vous êtes donc directrice marketing, innovation et nouvelle mobilité du groupe Keolis, et vous avez créé enfin il y a une innovation, vous allez nous en parler, une rose de la mobilité, en tous les cas vous parlez de mobilité active, enfin, c'est pas tout à fait le terme, je vous laisse nous expliquer un peu de quoi il retourne. Vous essayez de trouver des solutions pour permettre aux usagers de leur voiture de trouver des meilleures solutions de se déplacer, c'est ça? Oui, en fait, on essaye avec à chaque fois nos partenaires, les autorités organisatrices, ici en l'occurrence aussi avec le Citral, d'offrir des solutions simples et attractives à la voiture individuelle solo pour permettre à chacun de se déplacer et puis effectivement avoir une ville et un territoire apaisé plus sobre en carbone. Alors avant, et ça va résonner avec ce qu'on a dit auparavant en introduction de cet événement, ce qui nous semble super important, c'est de comprendre comment les gens vivent, comment les gens se comportent et comment ils ont besoin de se déplacer. On ne regarde finalement pas que les déplacements, mais on regarde aussi finalement les gens qui sont contraints à l'immobilisme et comment on peut leur offrir des solutions de déplacement. Pour ça, on a un observatoire qu'on entretient, qu'on nourrit déjà depuis de nombreuses années et à partir duquel on a justement des enseignements pour offrir ensuite une offre de transport qui soit bien adaptée. Donc on a notamment un baromètre depuis le début de la crise Covid qui questionne, interroge 4000 Français
de manière périodique, et ça nous permet de voir un certain nombre d'évolutions. L'Observatoire des modes de vie et des déplacements. Exactement. Alors, il a un petit nom que certains connaissent dans la salle. La rose des modes. Non, il s'appelle Kéoscopie. Mais je vais arriver sur la rose des modes. Et donc, ces évolutions qu'on voit, elles résonnent beaucoup avec ce qu'on vient de dire. Hein. Donc, on sait bien sûr que le commerce en ligne, les livraisons à domicile, le fait que les gens regardent davantage les films sur des plateformes qu'aller au cinéma, ça bouleverse la façon dont on se déplace. Donc, on a par exemple 46% des Français qui nous disent qu'ils fréquentent moins les cinémas, les salles de spectacle, les restaurants ou les bars. Mais on en a aussi 28% par exemple qui nous disent qu'ils font davantage de déplacements à proximité de chez eux. Donc on a effectivement une observation d'un raccourcissement d'un certain nombre de trajets, peut-être une aspiration à davantage d'un mode de vie en proximité. Encore faut-il que ce soit possible et qu'il y ait un bouquet de services et qui soit disponible. Et puis on en a 31% qui nous disent qu'ils marchent davantage. Alors je ne sais pas si ce sont les papas qui accompagnent leurs enfants à l'école que mentionnait Monsieur le maire en introduction, mais en tout cas ils font certainement partie de ce quota-là. Et donc on voit en fait l'amorce d'une dynamique un peu différente, puisque jusqu'à présent dans les parties pris d'urbanisme, et puis vous l'avez cité, hein, l'étalement urbain, le fait en fait d'avoir des développements en périphérie a eu tendance à allonger les distances, notamment avec des zonages fonctionnels qui permettaient de distinguer les zones résidentielles, des zones de commerce, des zones d'activité, des lieux de soins. On a quelque chose d'un peu différent qui va peut-être permettre à la fois de recréer de la proximité, des polarités, et puis de raccourcir les distances pour donner pleinement leur place aux modes actifs de déplacement, comme la marche, le vélo, et au transport en commun. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut effectivement encourager les personnes à changer de comportement. Hein. C'est ce qu'on disait au début, il ne s'agit pas juste de faire une injonction. Prenez davantage les transports en commun. Vous allez voir, c'est une expérience qui est extrêmement valorisante sur le plan personnel et également sur le plan environnemental. Le pragmatisme. Voilà, donc là, il faut accompagner les changements de comportement. Donc la fameuse rose des modes que vous indiquez, elle est par exemple, vous pouvez la trouver aux stations à la Pardieu, on en a parlé, à Bellecour également. C'est une sorte de table d'orientation. Sur Mural, et à partir de laquelle vous pouvez voir quel est le temps de parcours pour atteindre un certain nombre de points d'intérêt à proximité. Je ne sais pas moi, aller à la Croix-Rousse, à Gerland, au parc de la Tête d'Or, et ça vous donne le temps de parcours suivant le mode de déplacement que vous utiliserez. Donc par exemple, si vous êtes à Pardieu et que vous voulez venir ici, ça vous dira que vous allez mettre 9 minutes en vélo, 15 minutes si vous prenez la C3 ou la C13, ou 35 minutes si vous y allez à pied, et ainsi vous pouvez faire un choix éclairé. Et puis il y a même des lieux en fait sur lesquels on fait du jalonnement piéton. Alors ça, c'est ce qu'on fait par exemple à Dijon, où en fait on guide ensuite vraiment les gens, et où on a créé, alors c'est un peu un outil marketing, on appelle ça là-bas la première ligne piétonne régulière pour accompagner les gens dans la ville. Mais l'urbanisme, tout comme la transformation de la ville, c'est sur le temps long, et la voiture, comme les autoroutes, ici à Lyon, on connaît les autoroutes urbaines, je crois qu'il y a une volonté de les transformer à plus ou moins long terme, mais il y a aussi encore, et là Alice Mory va encore, je pense, agiter un drapeau rouge en disant voilà, il y a encore une place de la voiture sur certains programmes autoroutiers qui est, à votre sens, absolument incroyable. Je trouve que c'est très intéressant ce que vous avez présenté sur la concurrence entre les différents modes de transport et l'efficacité d'un mode par rapport à un autre, et donc pouvoir présenter à l'usager vous allez mettre tant de temps pour atteindre cet endroit avec un vélo ou à pied ou avec le transport en commun. Et en fait, ça nous renvoie à comment fonctionnent les gens et comment ils choisissent leur mode de transport. Et ça nous renvoie à en fait l'idée que les modes de transport sont en concurrence les uns par rapport aux autres. Et c'est pour ça que c'est important quand on développe les transports en commun, quand on développe les trains, en fait d'arrêter de en parallèle développer les modes routiers. Donc et ça paraît assez évident, et pourtant autour des métropoles, c'est le cas à Lyon, et on s'est bien défendu, y compris avec la métropole et les communes concernées. On a eu l'année dernière ce projet d'A46 Sud qui a émergé dans l'actualité, qui consistait à élargir une portion de cette autoroute qui fait le contournement est de Lyon. Donc on a rappelé que non, donner plus de fluidité, donner plus de capacité routière sur les axes autour des métropoles, ça ne contribue pas à la transition des mobilités. Et je voulais aussi en parler parce qu'aujourd'hui, il y a un projet qui fait beaucoup l'actualité. Alors, c'est pas sur la métropole de Lyon, c'est plutôt autour de la métropole de Genève, où on a ce projet de autoroute du Chablais,
qui a été discuté récemment au Sénat. Ce projet, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il longe littéralement une voie ferroviaire qui a été lancée en 2019, qui s'appelle Léman Express, qui est un RER transfrontalier entre la Suisse et la France. Ce RER transfrontalier, le Léman Express, il a eu beaucoup de succès. Il y a énormément de voyageurs qui, dans leur quotidien, ont décidé de prendre le train. Les rames sont pleines. Il y a même besoin de rajouter de nouvelles rames pour répondre à la demande. Et pourtant, on a ce projet autoroutier qui fait l'actualité, qui consiste à proposer le même parcours mais par la route, par une nouvelle autoroute. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de mettre en concurrence deux modes. Et d'ailleurs, la ville de Genève porte plainte contre la France parce qu'elle estime que les moyens financiers qu'elle a investis dans la transition des mobilités de ces travailleurs transfrontaliers ne sont pas rentables avec ce projet d'autoroute. Donc, ce qui est important de se dire, c'est qu'il y a des actions qui vont dans le bon sens, et on en a beaucoup parlé aujourd'hui, qui contribuent à proposer des alternatives et aussi à rendre la ville plus vivable, mais elles ne sont efficaces, elles ne sont intéressantes que si on arrête par ailleurs de développer les actions qui vont dans le mauvais sens, et notamment sur le sujet du transport, les actions qui visent à favoriser l'usage de la voiture. Je rappelle, une voiture, en moyenne, c'est 3 tonnes de CO2 par an, donc c'est vraiment un objet sur lequel il faut travailler pour décarboner la mobilité. Merci beaucoup pour cet éclairage. Je vais me permettre également de faire un petit focus parce qu'on arrive malheureusement à la fin de cette table ronde sur les transports. Vous allez prolonger la ligne B jusqu'à Saint-Genis-la-Valse. Il y a également un projet qui vous tient à cœur, c'est l'échangeur de Lyon-Perrache. Vous appelez la région à revenir à la table pour transformer l'agglomération et pour permettre un meilleur usage des transports ferroviaires. Alors, ce n'est pas l'échangeur, c'est le pôle de la gare de Perrache, puisque depuis plusieurs années, on est dans un projet de Ouvrons Perrache, un projet urbain pour réduire la coupure que constitue la gare et le centre d'échange, et que la région, effectivement, s'est désengagée financièrement de l'investissement qu'elle avait prévu de faire, et sur Perrache et sur Pardieu aussi. Et c'est fort dommage, parce que, effectivement, je crois que la région qui a la compétence ferroviaire, elle a tout intérêt à faire en sorte que la gare de Perrache, mais aussi la gare de Pardieu, parce que je rappelle, c'est sur les deux projets qu'elle se désengage, soit plus accessible aussi pour les voyageurs du TER. Mais voilà, on verra si on peut ramener le président de la région à des décisions plus sages, que ce soit sur Perrache ou sur le développement du ferroviaire en général. En tous les cas, merci à tous d'avoir participé à cette table ronde. Merci Béatrice Vessillier, vice-présidente de la métropole, Mathieu Blot. Merci Eric Persiani, merci LP Promotion, Alice Moreuil, membre de Shifters, et Annelise Avril, directrice marketing de Keolis. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle table ronde. Merci.